Félicité Koura Onanfege, bonjour. Bonjour. Merci de passer sur Africa TV pour échanger avec notre public sur le contenu de votre ouvrage intitulé Le différend frontalier Cameroun-Nigeria, apport de la décision de la Cour internationale de justice à l'exécution de ces décisions, avec une préface du professeur émérite Alain Pelé, publié chez l'Harmattan dans la collection Justice internationale. Alors, pour nous situer les auteurs sur le contenu de l'ouvrage, pouvez-vous déjà d'entrée de jeu nous rappeler les faits de la cause? D'accord. Alors, en fait, parler de ce livre-là, c'est revenir sur l'histoire des frontières. Pas seulement celle qui concerne ces deux pays que sont le Cameroun et le Nigeria, mais en fait, c'est un exemple qui montre la complexité des limitations frontalières en Afrique. En 1885, il y a eu des traités qui ont départagé les zones d'influence en Afrique entre diverses puissances coloniales, notamment la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En 1913, il y a un accord anglo-allemand qui va beaucoup influencer les frontières du Cameroun et celles du Nigeria. Deux pays où finalement il y a une complexité car on a un voisinage entre un pays très étendu, qui est très peuplé, qui est le Nigeria, qui a une force géopolitique avérée, un État comme le Cameroun dont on ne peut pas dire qu'il est moindre, mais qui sur le plan géographique apparaissait comme un petit David devant un grand Goliath. Alors, je vous passe sur l'histoire coloniale, mais il est quand même important de rappeler que le Cameroun a été sous colonisation et protectorat franco-britannique. Mais l'on s'est retrouvé à un moment au lendemain des indépendances avec les résultats d'un référendum. Un double référendum qui avait été organisé par les Nations Unies en février 1961, qui va avoir des retentissements énormes sur l'histoire de nos deux pays. Puisque à l'issue de ce référendum, qui était un référendum qui portait sur ce qu'on appelait le Cameroun septentrional, il y avait ce qu'on appelait le Southern Cameroun, qui était le Cameroun, on va dire, d'obédience franco-française, et puis il y avait le Northern Cameroun. Parce qu'il faut savoir que qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? On a un plébiscite, et on demande aux populations de la zone, qui est une zone qui correspond à l'actuelle aire géographique de Bakassi, choisissez-vous, à l'issue de ce plébiscite des Nations Unies, de faire partie du Cameroun ou d'être rattaché au Nigeria? Eh bien, une grande majeure partie de la population, comme c'est le cas dans ce référendum qui est un instrument populaire et démocratique par excellence, a choisi d'être rattaché au Nigeria. Il s'ensuit que le Cameroun a été amputé d'un tiers de son territoire. C'est-à-dire que la carte du Cameroun actuelle n'est pas du tout la carte qui correspond à originelle. Et on le sait d'ailleurs qu'à l'époque du président Ahidjo, le 11 février qu'on célèbre aujourd'hui comme fête de la jeunesse, était une journée de deuil national pour célébrer, pour commémorer la perte du territoire camerounais. Donc le Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? En 1963, on a à la Cour internationale de justice un juge qui s'appelle Philémon Beb Adon, qui est un ambassadeur à La Haye. Alors, l'État camerounais va porter plainte. J'utilise un langage qui est un langage accessible. Il va ester en justice en demandant aux Nations Unies d'invalider les résultats de ce plébiscite qui lui a porté un grand préjudice sur le plan territorial. Sauf que la Cour internationale de justice, mais ce différend n'opposait pas sur le plan juridique le Cameroun et le Nigeria, mais il opposait le Cameroun et le Royaume-Uni. Alors, la Cour internationale de justice, malheureusement, dans un arrêt du 12 décembre 1963, va se livrer à un déni de justice. Parce que le Cameroun lui dit: écoutez, la Grande-Bretagne est venue administrer une partie de mon pays, de ma chair, comme faisant partie intégrante du Nigeria, en se fondant sur un accord de tutelle de décembre 1946. Donc, il y a eu là une grande hérésie juridique. Et la Cour, au lieu de répondre au Cameroun, la Cour, quelque part, s'est un peu défaussée. Ils ont dit: Monsieur l'État du Cameroun, si on peut personnifier, en fait, on ne peut pas se prononcer sur un accord de tutelle pour résoudre une question juridique
qui est relative à un accord du tutelle qui, au moment où on se prononce, n'existe plus. Car cet accord, il avait été abrogé. Donc la Cour internationale de justice, elle a fait ce qu'on appelle un dictum. Elle a dit, la Cour internationale, le juge international ne peut se prononcer que sur le droit qui existe au moment où il fait sa diction, c'est-à-dire qu'il dit le droit. Donc l'histoire, le Cameroun n'a pas pu récupérer sur le plan du droit la partie du territoire qu'il avait perdue. Il en a conçu une grande désaffection à l'égard de la Cour internationale de justice, qui a d'ailleurs été décrite par mon collègue et ancien directeur de l'ERIC, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. C'est-à-dire que cet arrêt-là, il a même entraîné une méfiance de nombreux États africains qui ont considéré que la Cour internationale de justice, qu'on avait décrite comme l'organe judiciaire des Nations Unies, qui allait rassembler les peuples dits non civilisés et les peuples nouvellement civilisés du fait de l'indépendance, avait été injuste. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que de 1963 à 1994, l'État du Cameroun, dès qu'il avait affaire à un traité, où il y avait à l'intérieur de ce traité ce qu'on appelle une clause compromissoire, qui pouvait le renvoyer pour une raison ou pour une autre devant la juridiction de la CIJ, il s'abstenait. Mais cela nous a permis d'introduire l'affaire Bakassi. Et d'ailleurs, l'anecdote m'est donnée par mon père qui était dans l'équipe dirigeante qui a façonné cette défense-là. C'est-à-dire que finalement, le Nigeria avait l'habitude, il savait que le Cameroun, de manière basique, je le dis, était fâché avec la Cour. Donc nous allons surprendre le Nigeria, puisque dans les années 90, il y a eu de nombreux incidents frontaliers avec le Nigeria qui traversait les frontières, qui installait et qui a envahi la péninsule de Bakassi. Envahissement relatif, parce que la péninsule était pleine de Nigériens. On peut aussi, à certains égards, avoir pensé qu'il y avait un acquiescement du Cameroun. Je passe dessus. Donc, le Cameroun va, en mars 1994, à la grande surprise générale, aller déposer ce qu'on appelle par le biais d'une clause facultative de juridiction obligatoire, une requête contre l'État du Nigeria en demandant à la Cour de se prononcer pour déclarer et ordonner de manière définitive que la presqu'île de Bakassi et certains villages dans la région de la zone du lac Tchad sont camerounais. Le Nigeria, très surpris, va essayer, comme c'est le cas, et puis c'est la beauté du droit processuel, d'empêcher cela par de nombreuses exceptions. Cette affaire est exceptionnelle parce que c'est la plus grande affaire devant l'organe judiciaire principal où presque tous les incidents de procédure ont été soulevés par le Nigeria. Exception préliminaire, ordonnance de mesures conservatoires. On a, pour la première fois dans l'histoire d'un juge international, demandé l'interprétation d'un arrêt sur les exceptions préliminaires. C'est une procédure donc qui est introduite en mars 1994. La Cour a balayé d'un revers les exceptions et a dit qu'elle était compétente. Donc, elle répare ce qu'elle n'a pas fait en 1963, où elle s'était dit « je suis incompétente ». Là, la Cour se dit qu'elle est compétente et le différent sur le plan du prétoire international va durer de 1994 à 2002. C'est une affaire qui a donné un arrêt de 150 pages, ce qui est rarissime dans l'histoire de la Cour, et des opinions individuelles de 150 pages avec une opinion, une des plus longues de l'histoire de Prince Adjibola, qui était le juge nigérian de l'affaire. Donc, l'arrêt Cameroun-Nigérien est prononcé le 10 octobre 2002. Dans cet arrêt, la Cour dit « À partir de demain, nous prenons acte de ce que la Cour internationale de justice prend acte de ce que la péninsule de Bakassi est camerounaise et fidèle à l'engagement pris sur le prétoire à l'époque par M. Maurice Kamto, du Cameroun de protéger les ressortissants nigériens, on va favoriser un règlement pacifique. Mais sauf que le dispositif est demandé au Nigeria de partir de Bakassi le 10 octobre 2002. Mais vous savez comme moi que le Nigeria n'est pas parti de Bakassi le 10 octobre 2002. Ça vous montre que le Cameroun avait la civilité du droit pour lui, mais il n'avait pas la force. Parce que de manière complètement juridique ou géopolitique ou militaire, il était impossible de contraindre le Nigeria de partir de Bakassi. Alors c'est ce que cet ouvrage démontre, que finalement en droit international, l'exécution des décisions de justice, elle est subordonnée à la bonne foi des États. Elle ne peut être catalysée que par un concept que j'ai inventé qui est la négociation provoquée. Alors, vous vous attardez justement sur la mise en œuvre d'une décision de justice internationale. Quels sont, avant d'y arriver, quels sont les procédés classiques ou traditionnels
d'activation de l'exécution d'une décision de justice? En général, une décision de justice, il faut d'ailleurs dire que le primat en droit international, c'est qu'un juge rend une décision, il n'a pas à se préoccuper de l'exécution d'une décision. Il y a un arrêt latin qui dit « ius et senis denis », c'est-à-dire que quand le juge se prononce, il est dessaisi. Mais vous voyez que dans Bakassi déjà, l'unicité de cette affaire, c'est que déjà dans le dispositif, le juge essaye d'anticiper pour dire aux parties « pardon, je vais rendre mon arrêt, mais il faut que vous exécutiez cet arrêt de manière pacifique. » Parce qu'on avait déjà anticipé les difficultés d'exécution. Parce que finalement, la volonté du Nigeria de renâcler durant l'instance judiciaire s'est prononcée aussi pendant la phase post-juridictionnelle. Donc l'exécution, elle est soumise à la volonté des États. Il y a bien entendu des mécanismes dits coercitifs. En l'occurrence, puisque pendant un moment, le Nigeria a refusé d'exécuter cette décision, il était question de soulever, d'avoir recours à l'article 94, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies, qui est un article qui permet aux États qui ne se conforment pas à l'exécution des décisions de l'organe judiciaire d'aller devant le Conseil de sécurité qui peut prendre toute recommandation ou mesure utile à cet effet. Mais sauf que vous le savez comme moi que toute procédure devant le Conseil de sécurité est subordonnée à quoi? Au droit de veto. Et le droit de veto qui le possède, c'est les P5, les 5 membres permanents des Nations Unies. Sur le plan géopolitique, le Nigeria avait des relations commerciales géopolitiques beaucoup plus importantes comme le Cameroun, dont le Cameroun a vite compris que l'argument juridique d'avoir recours au Conseil de sécurité n'allait pas prospérer parce qu'il y aurait eu soit un veto de la France qui commerce plus avec le Nigeria, soit celui des Américains. On a donc dû être obligé de trouver d'autres modalités pour exécuter cet arrêt. Alors, vous avez donc inventé, on va le dire ainsi, le concept de négociation provoquée. Pouvez-vous le décrire de manière schématique ou détaillée? Alors, mon idée, c'était que devant le caractère dérisoire des méthodes coercitives qui ne peuvent pas être employées, parce qu'il y a une théorie en droit international qui dit qu'on n'a jamais vu un État avec les menottes. L'État, c'est une fiction quelque part juridique. Donc, de voir ce caractère dérisoire ou en tout cas inefficace des sanctions en droit international, il fallait anticiper en innovant par des techniques de négociation qui ont eu lieu pendant l'instant, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on était devant le juge, le président Biya et le président Olusegun étaient déjà en grande négociation. J'ai été l'assistante de M. Martin Bellinga et Boutou à New York et j'ai vu ce processus qui a conduit, après l'arrêt, à une autre technique de négociation qui a conduit à la négociation d'un accord post-juridictionnel. Normalement, en droit international, quand on a un arrêt doit se suffire par lui-même, puisqu'il est revêtu de ce qu'on appelle en latin la res judicata pro veritate habetur, l'autorité de la chose jugée. Mais là, on s'est rendu compte que l'arrêt n'allait pas suffire, donc on a négocié un accord de mise en œuvre qui a aménagé les modalités pour un peu ménager le Nigeria, pour qu'il puisse partir de Bakassi sans avoir l'impression d'être un vaincu, ce qu'il était sur le plan du droit. À noter que le principe de la chose jugée est distinct du principe de l'exécution. En fait, le principe de l'exécution, exécuter, c'est réaliser le dispositif d'une décision. C'est ça. C'est ça. Réaliser, matérialiser, c'est-à-dire ce que le doyen Carbonnier appelle l'effectivité, faire qu'il y ait le rapport entre le droit, ce qui est écrit dans les corpus juridiques, corresponde à la réalité de la pratique des faits, étatiques ou non étatiques. Alors, quelle est la particularité de cette décision par rapport à la présence africaine dans le droit international? D'abord, la particularité, c'est que l'affaire du Cameroun-Nigérien est une des instances qui a le plus coûté devant la justice internationale, mais qui a eu l'originalité d'avoir été financée par les parties elles-mêmes. Pour 2 pays africains, déjà, ça ne s'était pas vu. Ils ont mis en place des mécanismes pour eux-mêmes régler leurs différends, apurer leurs différends. Vous savez qu'une instance, ça nécessite de nombreux frais d'avocats, etc. Alain Pellet, qui était mon directeur de thèse avec lequel j'ai fait ce livre. Donc, ça, c'est la première originalité. La seconde originalité, c'est qu'on a créé des procédés typiquement africains, c'est-à-dire qui tiennent à la nature africaine. En Afrique, on dit toujours mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais procès. C'est-à-dire, on s'est dit, on ne va pas continuer avec un contentieux sempiternel et éternel. On va s'arranger entre frères à l'africaine. À noter que cet arrêt, justement, a la particularité de contourner les contraintes classiques à l'exécution d'une décision internationale, notamment la nature volontariste de l'ordre juridique international, le caractère décentralisé de l'ordre juridique et également les contraintes de l'autorité de la chose jugée.
que vous avez évoqué tout à l'heure. J'ai également noté, à la lecture de cet ouvrage, qu'il y a un intérêt dans la définition, bien la redéfinition des fonctions sociales et juridictionnelles de l'Office du juge international. Oui. Vous avez mis un point là-dessus. Pouvez-vous... Alors, l'Office du juge en droit international, déjà, la contribution, elle vient déjà dans le premier arrêt. On n'en parle jamais de cet arrêt du 12 décembre 1963. Puisque dans cet arrêt, en fait, la Cour nous dit la fonction judiciaire, c'est quoi? La fonction judiciaire pour le juge, c'est de dire le droit, la diction. Le juge est la bouche de la loi. Mais il doit dire un droit qui n'est pas un droit abrogé, résolu, mais qui est un droit existant. Donc la première fonction juridictionnelle, c'est de dire le droit. Mais on se rend bien compte avec les suites de l'affaire que la fonction juridictionnelle, c'est de dire le droit, c'est-à-dire de donner une décision qui va être obligatoire, mais en réalité, ça pêche au niveau de l'impérium, c'est-à-dire la puissance de commandement. Celle qu'un État comme l'État du Cameroun a dans son ordre juridique interne, parce que là, il a ce qu'on appelle, Weber appelle le monopole de la violence légitime. Eh bien, en droit international, ça n'existe pas. Le professeur Moïse Kamto parlait justement de globalisme manichéen. Exactement. Il l'a tout dit dans son maître article, la volonté de l'État en droit international. Peut-on considérer que cette décision comme un précédent qui instituerait une sorte de justice négociée pour les prochaines Alors, c'est la particularité, c'est que ce n'est pas la décision en elle-même qui augure d'une justice négociée. En fait, la décision en elle-même, c'est vrai qu'elle porte des éléments qui sont un appel à la négociation. Mais les États sont libres. Ils auraient pu ne pas suivre cet appel. En réalité, la leçon qu'on en tire, c'est que c'est la volonté politique. On a eu là la volonté de deux chefs d'État, malgré les grandes dissensions, de régler un différend. Donc, au-delà de la décision en elle-même, on se rend compte que le juge international, finalement, il n'a plus que pour fonction unique de dire le droit. Il a maintenant désormais ce qu'on appelle une fonction téléologique, c'est-à-dire il a une fonction de contribuer au règlement de la paix à tout prix. Parce que finalement, c'est ça qui compte. Pour les étudiants, vous considérez cet arrêt comme un grand arrêt? Comme un grand arrêt. Alors, à quoi reconnaît-on un grand arrêt? Sur le plan fonctionnel, sur le plan matériel, sur le plan formel? Alors, c'est une belle question parce qu'il a fallu que je convainque pendant 5 heures un jury. Ayant fait des études, comme je vous l'ai dit, franco-françaises, il fallait demander, expliquer pourquoi je viens faire sur un arrêt africain. Alors, pourquoi? Parce qu'un grand arrêt, c'est un grand arrêt, Emmanuel Joignet le disait, c'est un arrêt qui permet d'élever haut les raies. Les raies, c'est-à-dire les filets. Ça veut dire que l'arrêt, finalement, est une pierre, une sorte de Graal à partir duquel on va pouvoir extraire beaucoup de choses. L'arrêt Bakassi, j'aime pas que mes étudiants utilisent ce terme-là, parce qu'en réalité, ça arrête de l'arrêt de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. Et il y avait d'ailleurs une frontière lacustre. En fait, il est grand par plusieurs raisons. Il est grand sur la forme, déjà par son volume quantitatif. Je vous ai dit qu'il a fait 150 pages. Il est grand par les principes de droit international. Il en a rappelé une pléthore. L'uti posseditis juris, l'intangibilité des frontières, le règlement absolu des différends, la préservation des populations, parce que l'État camerounais s'est engagé à préserver les ressortissants nigérians. Et il y a eu dans cette affaire des questions d'option, de choix de nationalité. Donc il est grand par les principes qu'il invoque, et enfin il est grand par ses effets, ses répercussions qui montrent bien que l'Afrique, puisqu'il s'agit de 2 pays africains, peut contribuer de manière manifeste à l'effectivité de décisions de justice internationale. C'est sur ces mots que nous achevons cet intéressant entretien. Merci. Avec le professeur Ona Mfegekoura Félicité sur son ouvrage intitulé « Le différend frontalier Cameroun-Nigeria, apport de la décision de la Cour internationale de justice à l'exécution de ces décisions ». Merci, professeur. Merci. Je signale qu'il va être dédicacé à l'Éric le 2 juillet. Nous prenons rendez-vous justement pour le 2 juillet 2021 dans le grand amphithéâtre de l'Institut des relations internationales du Cameroun pour d'autres échanges à l'occasion de la présentation publique de cet ouvrage. Merci. Merci, professeur. Merci.